Un nouveau régime, 3 priorités. Protéger, rassembler, transformer. C'est la feuille de route du Togo 2026. Le 2 décembre, Faure Gnassingbé a livré un discours clé devant le Congrès. La réforme installe la VE République en régime parlementaire. Plus de pouvoir au Parlement, plus de responsabilités pour les ministres. Sa promesse, une gouvernance orientée résultat, objectifs mesurables, compte rendu public, protégé, sécurité résilience. Diplomatie, active pour stabiliser la région, rassembler. Décentralisation, équité territoriale, inclusion, pour rapprocher l'État des citoyens. Transformer, accélérer les infrastructures. Innovation, capital humain. Concrètement, ministre responsable, tableau de bord, éducation, santé, eau, énergie, emploi, digitalisation, agriculture, industrie verte, inclusion financière, justice. Le message est clair, des résultats vérifiables. Vive la République, vive le Togo. Alors voilà, Faure Gnassingbé, le président du Conseil, a fait un grand discours devant le Congrès togolais pour présenter sa vision. Une 5e République. Et là, tout de suite, ça a créé une division, mais alors une division profonde. D'un côté, pour le gouvernement, c'est le début d'une nouvelle ère. De l'autre, pour les critiques, c'est carrément un coup de force. On a donc 2 visions qui s'affrontent violemment et on va essayer de décrypter tout ça avec les sources qu'on a. Écoutez bien cette phrase. Nous construisons aujourd'hui ensemble une république nouvelle. Une république d'équilibre, une république d'avenir. Bon, le ton est donné, c'est très optimiste. Ça dessine l'image d'une nation qui avance main dans la main vers un futur meilleur. C'est ça, la vision officielle, une transformation positive, unie. Oui, mais voilà, à cette vision d'unité, il y a une autre voix qui répond, et elle répond tout de suite pour peindre un tableau, disons-le, beaucoup plus sombre. Et c'est vraiment là, au cœur de ce conflit, qu'on va plonger maintenant. Du coup, la question qu'on se pose tous, c'est quel est le véritable état de cette nouvelle 5e République du Togo ? On va essayer de voir un peu plus clair en regardant les arguments des 2 côtés, en se basant sur nos sources. Est-ce qu'on est face à une nation en pleine renaissance ou à une démocratie qui est en danger ? Bon, pour bien comprendre cette fracture, il faut revenir à la source du problème. Et la source, c'est la réforme constitutionnelle. C'est elle qui a donné naissance à cette fameuse 5e République. Et là, le contraste entre les 2 versions est saisissant. D'un côté, le récit officiel nous parle d'un processus tout en douceur, basé sur le dialogue, le consensus, sans rupture, sans fracas. Et de l'autre, le récit des critiques, c'est tout l'inverse. Eux, ils parlent d'un coup d'État juridique, d'une république fictive qui a été imposée en pleine nuit, sans aucune consultation. On a vraiment 2 mondes qui s'opposent. Alors, l'argument central des critiques, il est là, il est très précis et il est juridique. Ils disent « Attendez, la Constitution de 1992 était claire. Pour toute modification, il fallait un référendum. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, il n'y a pas eu de référendum. Du coup, pour eux, c'est la preuve ultime, la preuve irréfutable que le fameux dialogue n'a jamais vraiment eu lieu avec le peuple togolais. Et pour aller plus loin et étayer cette accusation de coup d'État, les critiques s'appuient sur une définition très classique de ce qu'est une autocratie, une dictature. Regardons ça. Il y a 3 caractéristiques. Premièrement, la participation politique est réprimée. Deuxièmement, les dirigeants sont choisis de manière non démocratique. Et troisièmement, le pouvoir exécutif est sans limite constitutionnelle. Et selon eux, le Togo coche ces 3 cases. C'est sur cette base qu'ils n'hésitent pas à parler de dictature. Allez, on passe au 2e grand thème de confrontation, la justice. Et là encore, on va voir qu'il y a un fossé, mais alors un fossé immense entre les promesses du pouvoir et la réalité que décrivent les critiques. Gnassingbé, dans son discours, martèle ce point. Il n'y a pas de république forte sans justice. Il promet de moderniser tout le système, de le rendre plus simple, plus rapide, plus juste pour tout le monde. C'est une déclaration forte quand même qui place la justice au cœur de son projet. Et la réponse des critiques à cette belle promesse, elle est cinglante. Ils ne font pas de longs discours. Ils énumèrent des noms. Amavi Katanga, Madame Adjamagbo Johnson, Jean-Paul Omolou, Aziz Goma et d'autres. Des opposants politiques qui, selon eux, ont été kidnappés ou emprisonnés. Et ils posent une question toute simple. Où est la justice pour ces gens-là ? Là, on entre dans un point un peu technique, mais qui révèle beaucoup de choses. D'un côté, le gouvernement parle de mesures de grâce pour ceux qui ont de longues peines. D'accord. Mais de l'autre, les critiques répondent « Attendez, une grâce, c'est pour quelqu'un qui a été jugé et condamné. Or, des figures comme Jean-Paul Oumoulou sont en détention provisoire depuis 4 ans, sans jugement, sans condamnation. Donc pour eux, cette promesse de grâce, eh bien, elle passe complètement à côté de leur situation. »
Face au discours sur la dignité humaine, les critiques avancent un chiffre. Un seul chiffre, mais il est brutal. 2000. Ce serait le nombre de détenus dans la prison civile de Lomé, une prison construite à l'origine pour 200 personnes. Le calcul est vite fait. Pour eux, c'est la preuve d'une surpopulation carcérale inhumaine à des années-lumière des promesses officielles. Et pour donner un peu de contexte, les critiques rappellent un autre chiffre, tout aussi terrible, 2000. C'est le nombre de Togolais qui auraient été massacrés en 2005, au moment de l'arrivée au pouvoir de Faure Gnassingbé. En rappelant ça, ils veulent souligner ce qu'ils considèrent comme l'origine violente du régime. Et de leur point de vue, ça rend les discours actuels sur la justice, disons, assez peu crédibles. On arrive donc vraiment à la croisée des chemins. D'un côté, on a une vision pour l'avenir qui est présentée comme structurée, ambitieuse, et de l'autre, une accusation de régression démocratique, de violation des droits. Deux récits qui paraissent, franchement, totalement irréconciliables. Le gouvernement, lui, il structure sa vision autour de 3 grands piliers, 3 verbes d'action. D'abord, protéger. Protéger les citoyens, l'État, la stabilité. Ensuite, rassembler, unir la nation via le dialogue. Et enfin, transformer, accélérer le développement économique et social. C'est une feuille de route qui se veut claire, pragmatique. Et la réponse des critiques à tout ça, elle tient en une phrase, une expression tirée de leur analyse. Ils prêchent l'eau et boivent le vin. C'est sans appel. Ça exprime un scepticisme total, une accusation d'hypocrisie. En gros, ils disent que les actions du pouvoir sont en contradiction totale avec ces beaux discours. Bon, pour résumer, regardons ce tableau. C'est vraiment 2 portraits du Togo qui ne peuvent pas coexister. La réforme, pour le gouvernement, c'est une évolution démocratique. Pour les critiques, un coup d'État. L'État, une démocratie moderne d'un côté, un État terroriste de l'autre. Le dirigeant, le président du Conseil contre un terroriste. L'avenir, une république de paix contre une république fictive. Chaque point de la vision officielle est complètement retourné par la vision critique. Au final, en se penchant sur ces sources, on n'a pas une seule vérité qui émerge. Non, on a plutôt 2 versions de la réalité qui sont complètement opposées. La question reste donc entière. Est-ce que le Togo est en train de se transformer pour le meilleur, ou est-ce qu'on assiste à un dirigeant qui consolide son pouvoir? Une nation qui avance ou un leader qui s'enracine? C'est tout le dilemme. Bonjour et bienvenue. Il y a tout juste 2 jours, le 2 décembre 2025, le Togo est donc entré dans sa 5e République. Et pour marquer l'événement, Faure Gnassingbé, qui occupe désormais la fonction de président du Conseil, a prononcé un discours majeur. Et c'est là que ça devient absolument fascinant. Pour notre analyse aujourd'hui, on a sur la table des sources qui se répondent, mais surtout qui se contredisent de manière frontale. C'est ça. D'un côté, on a le texte officiel, la transcription complète du discours. C'est la vision du pouvoir en quelque sorte. Le récit qu'il veut construire, oui. On a aussi un article de fond qui résume un peu les grandes lignes. Et de l'autre côté, pour pimenter un peu tout ça, on a une analyse vidéo très critique. Et qui dépeint une réalité radicalement opposée. Exactement. On se retrouve donc avec 2 histoires qui sont en fait irréconciliables sur un même événement. Notre mission, ça va être de comprendre comment ce fossé a pu devenir si grand. Qu'est-ce qui explique cette tension, en fait? C'est ça. Qu'est-ce qui, dans les détails de ces documents, nous aide à saisir la politique togolaise aujourd'hui? Allons-y, on plonge. Commençons donc par la vision officielle, celle du discours. On nous parle d'un tournant historique, l'avènement d'une 5e République parlementaire qui serait moderne, apaisée et équilibrée. Le vocabulaire est très positif, oui. Très tournée vers l'avenir. L'idée forte, qui est martelée tout au long du discours, c'est un déplacement du pouvoir. Ah oui. Oui, la phrase clé, c'est désormais ici, dans cette assemblée, que se détermine la politique de la nation. On est donc face à une promesse de rééquilibrage, sous les bannières de la République d'équilibre. Et de la République d'avenir. Exactement. Oui, et ce qui est intéressant, c'est l'insistance sur la manière dont ce changement se serait opéré. Le discours utilise des expressions comme « sans rupture »,« sans fracas ». Tout à fait. Et il met en avant un esprit de consensus et de dialogue. L'idée, c'est présenter ça non pas comme une révolution brutale, mais plutôt comme une évolution logique, presque naturelle. Une évolution consentie, guidée uniquement par l'intérêt supérieur de la nation. C'est ça. Et ça va plus loin qu'un simple ajustement technique.
Le discours parle même d'une révolution de l'esprit public. Une révolution de l'esprit public. C'est une formule très ambitieuse. Très. Et concrètement, cette révolution passerait par une décentralisation beaucoup plus poussée. On a la mise en place d'un Sénat pour donner une voix au territoire, l'élection de conseils régionaux. D'accord, donc l'objectif affiché, c'est de rapprocher l'État des citoyens. Oui, et de s'attaquer aux inégalités entre les régions, qui sont un vrai problème structurel là-bas. C'est une promesse énorme, mais c'est là que le miroir se brise complètement. Car l'autre source, la vidéo d'analyse, qualifie ce même événement de coup d'État juridique. Le choc est total. On ne peut pas imaginer deux termes plus opposés. Le point de départ de cette critique, c'est la procédure. C'est-à-dire, L'analyste affirme que les députés ont été convoqués en pleine nuit, à minuit, pour voter cette modification. à minuit. Oui, ce qui est déjà une image forte. Et surtout, il soutient que c'était en violation des procédures, car la Constitution de 1992 aurait, selon lui, exigé un référendum pour un changement d'une telle ampleur. Donc, d'un côté, on a le consensus, le dialogue du discours officiel. Et de l'autre, l'accusation d'une procédure nocturne et illégitime. Pour le critique, ces mots de dialogue et consensus sont donc une pure façade. C'est exactement ça. De ce point de vue critique, ce sont des mots creux, une rhétorique pour masquer ce qui est vu comme un passage en force. Et l'accusation devient alors très personnelle, très directe. C'est-à-dire, L'unique but de cette réforme serait de permettre à Faure Gnassingbé de s'éterniser au pouvoir. C'est dit comme ça. c'est une attaque frontale contre la légitimité même du discours. En gros, le critique dit que le « nous » utilisé dans le discours « nous avons voulu »,« nous construisons » est une fiction. Exactement. L'analyste le tourne en dérision en disant que ce n'est pas un choix collectif, mais un choix personnel du dirigeant. Et pour étayer cette idée, il va plus loin. Il se base sur un ouvrage de sciences politiques pour classer le Togo comme une autocratie. Une autocratie, sur quels critères? Sur 3 critères. Premièrement, la participation politique est réprimée. L'absence de référendum en serait l'exemple parfait. D'accord. Deuxièmement, le choix des dirigeants est jugé non démocratique. Et troisièmement, le pouvoir de l'exécutif est très peu limité par la Constitution. Et il donne des exemples concrets pour justifier ça? Voter cette réforme aurait été en réalité nommé ou coopté par le pouvoir en place. Ce qui rendrait leur vote... Prévisible et non représentatif de la volonté populaire. On a donc bien 2 récits qui s'affrontent sur la nature même du pouvoir. Alors, justement, au-delà de cette bataille sur la légitimité, quel est le plan d'action concret? Le discours officiel est très structuré. Il y a 3 grands axes, Ouais. protéger, rassembler, transformer. C'est ça. Le premier pilier, protéger, est assez classique. Il y a une dimension sécuritaire évidente. Contre les menaces régionales? Oui, la protection du territoire face aux menaces terroristes qui pèsent sur la région, notamment au nord. Mais il y a aussi un volet diplomatique. Le discours insiste beaucoup sur le rôle du Togo comme médiateur. Une sorte de puissance tranquille? Voilà, un partenaire fiable pour la paix en Afrique. Donc protéger le pays des menaces extérieures. Mais le discours dit que la plus grande menace pourrait venir de l'intérieur. Des divisions, oui. Ce qui nous amène logiquement au deuxième pilier. Rassembler. La vision affichée, c'est celle d'une cohésion nationale renforcée par cette fameuse décentralisation. Et par un débat politique qui se voudrait plus ouvert. Le discours va même jusqu'à parler de tendre la main à l'opposition. Il y a une citation, je crois. Oui. La démocratie s'enrichit du débat et ne s'accommode pas du monologue. Et c'est là que le fossé entre les 2 récits devient abyssal. Car, face à cette image d'un État qui veut rassembler, qui se veut juste et protecteur, La vidéo critique pose une question d'une violence inouïe. laquelle? L'analyste demande, je cite, « Où est Amavi Katanga ? Où est Madame Adjak Bikani ?» Il cite des noms. Des noms de citoyens critiques qui auraient disparu, et il ne mâche pas ses mots, il qualifie l'État de terroriste. Ah oui, quand même. On n'est plus dans la critique politique, là. On est dans l'accusation criminelle. Les 2 visions de l'État semblent décrire 2 pays différents. Totalement. On passe de la main tendue à l'accusation de terrorisme d'État. C'est vertigineux. Et ça nous amène au 3e pilier, transformer. L'axe économique et social. L'ambition, c'est d'accélérer le développement pour que chaque Togolais vive mieux. Et qu'est-ce qui est promis concrètement ? Le discours liste une dizaine de grands chantiers. L'éducation, la santé, l'accès à l'eau, à l'électricité, l'emploi des jeunes. La sécurité alimentaire aussi, une feuille de route sociale très complète sur le paquet. Sur le papier, oui. J'imagine que la contre-analyse n'est pas convaincue. Et c'est le moins qu'on puisse dire. La critique exprime un scepticisme profond, presque un cynisme. L'analyste rappelle les promesses passées qui n'auraient pas été tenues. Il a un exemple précis, je crois.
Oui, il cite le fameux Plan national de développement, le PND. Ah oui, le grand projet économique du gouvernement précédent. Exactement. Pour le critique, c'est l'exemple parfait d'une promesse qui est restée sur le papier. Et il met en parallèle ce discours apaisé avec les violences de 2005 pour suggérer qu'il y a un décalage constant entre les mots et les actes. La crédibilité des nouvelles promesses est donc jugée... Quasi nul, de ce point de vue. C'est fascinant, cette opposition constante entre un futur prometteur et un passé qui ne passe pas. Un autre point central dans cette opposition, c'est la justice. Le discours lui consacre un passage important. Oui, Faure Gnassingbé affirme qu'il n'y a pas de république forte sans justice. Il annonce une modernisation du système pour le rendre plus simple, plus rapide, plus fiable. Et il y a une annonce très concrète. C'est ça. Il demande à son ministre de la Justice d'envisager des mesures de grâce pour certains détenus. Avec des critères précis. Très précis. Ceux qui purgent de longues peines pour des délits mineurs, les plus âgés en fin de peine ou ceux qui sont gravement malades. C'est présenté comme un geste d'humanité. Un geste d'humanité, oui. Mais connaissant la tonalité de la critique, j'imagine que la réplique doit être cinglante. Elle est dévastatrice. L'analyste rétorque que si la justice existait vraiment au Togo, le dirigeant lui-même serait en prison. Directement. Il fait référence à ce qu'il qualifie de coup d'État de 2005, après la mort de son père, et au massacre qui aurait suivi. Pour lui, parler de justice dans ces conditions est une provocation. C'est ça. Et il analyse aussi la proposition de grâce en elle-même, ou il s'arrête là? Non, il va dans le détail. C'est ça qui est intéressant. Il souligne une phrase précise du discours. Les mesures de grâce ne concerneront en aucun cas les crimes de sang, ni les atteintes graves à l'intégrité physique. D'accord. Selon le critique, cette formulation est délibérée et vise à exclure les prisonniers politiques. Il donne un exemple? Oui, il cite le cas de Jean-Paul Moulou, présenté comme un opposant qui serait en détention provisoire, donc sans jugement, depuis 4 ans. Et donc il ne pourrait pas bénéficier de cette grâce. C'est l'argument. Attendez, la vidéo mentionne un autre chiffre, qui donne le vertige, concernant la situation dans les prisons. Oui, et c'est un détail qui ancre le débat dans une réalité très très concrète. L'analyste affirme que la prison civile de Lomé, qui a été conçue pour 200 personnes, Oui. en abriterait aujourd'hui près de 2000. Pardon? 2000 personnes dans un lieu prévu pour 200? C'est le chiffre qui est donné. C'est un chiffre tellement énorme. C'est difficile à visualiser. Au-delà de la politique, ça parle d'une crise humanitaire fondamentale qui se cache derrière ces débats institutionnels. Exactement. Ça donne une toute autre résonance à la promesse de préserver la dignité humaine dans les prisons. Et pour boucler la boucle, le discours se termine sur la méthode de gouvernance promise. Une gouvernance de résultats? C'est ça. Basée sur la redevabilité, chaque ministre aura des objectifs clairs, mesurables et devra rendre des comptes au Parlement. Imagine. Il utilise une vieille expression. Le dirigeant prêche l'eau et boit le vin. Suggérant que ces promesses ne sont que des mots de plus? Qui ne se concrétiseront jamais, c'est sa conviction. Alors, après avoir exploré ces deux univers parallèles, qu'est-ce qu'on retient? On a d'un côté un récit officiel parfaitement huilé, celui d'une transition réfléchie vers une république parlementaire, moderne, efficace. Qui promet sécurité, unité et prospérité. C'est un discours de la méthode et de l'ambition. Et de l'autre, on a une contre-narration implacable qui décrit tout ça comme une simple manœuvre constitutionnelle. Un coup d'État juridique pour conserver le pouvoir. Ce récit-là ne croit plus aux promesses. Parce qu'il les juge à l'aune d'un passé qui serait marqué, selon lui, par la violence et les engagements non tenus. Voilà. La tension fondamentale, si je comprends bien, n'est pas seulement politique, elle est temporelle. C'est une très bonne façon de le voir. Le discours officiel est entièrement tourné vers le futur, vers ce qui sera. Alors que la critique, elle, est systématiquement ancrée dans le passé, dans ce qui a été. C'est le cœur du problème. Oui, la critique utilise le passé comme une clé de lecture pour invalider le futur promis par le pouvoir. Pour cette source, le fossé entre les mots d'aujourd'hui et les actes d'hier est devenu inoffensif. Et c'est ce fossé qui alimente toute la controverse. Bien au-delà des détails de la nouvelle Constitution. Et tout ça nous laisse avec une question vertigineuse pour la suite. Qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir d'un pays quand le récit que son dirigeant propose et l'expérience perçue par ses critiques sont à ce point irréconciliables ? Comment un pacte de loyauté envers la République, qui est l'appel final du discours, Oui, comment est-ce qu'il peut même commencer à se construire à travers un tel abîme de méfiance ?